Et on va voir le comportement du soleil. Donc l'orientation de notre bâtisse, c'est très important. Parce qu'une bâtisse orientée vers le nord et vers le sud, c'est pas la même chose. L'approche des bordures est totalement différente. Il faut avoir deux stratégies conceptuelles. Il y a une stratégie d'été et il y a une stratégie d'hiver. Pendant l'été, on doit empêcher les rayons solaires entre 11h et 15h de pénétrer à l'intérieur. Donc le traitement de la façade et son corbellement, tout ça doit empêcher ce rayon solaire. Donc on ne décore pas la façade juste comme ça, par rapport à un style, par rapport à aussi une certaine étude pour empêcher quelques rayons solaires qui ne sont pas les bienvenus en été. Mais ils sont les bienvenus, au contraire, en hiver. Donc il faut faire cette étude pour avoir exactement le comportement du soleil à l'intérieur. C'est à partir de là qu'on choisit les matériaux de décoration, les textures et les couleurs. Si on ne fait pas cette étude, il ne faut pas dire qu'on a fait une étude de décoration. Non, c'est faux. La maison aussi ne doit pas être énergivore, ne doit pas consommer beaucoup d'énergie. Donc il y a un respect de la nature et un respect de l'être humain. Et il y a trois niveaux de conception architecturale. Il y a l'architecture classique, c'est celle qu'on voit tous les jours, qui consomme beaucoup d'énergie, qui ne respecte pas beaucoup l'homme et la nature. Il y a un niveau un peu plus soutenu, c'est l'architecture, on appelle ça l'architecture active. C'est quoi l'architecture active? C'est l'architecture qui utilise les énergies renouvelables. Donc l'énergie éolienne et l'énergie solaire. Mais il y a un niveau encore plus soutenu, c'est l'architecture passive. C'est ça dont vous venez de parler. Si on voit notre architecture autochtone. Juste autrefois, oui. Je me souviens quand Wetsouf à l'époque, avec des micro-coupoles. Kartaya, même ici, le côté. Même aussi en Kabylie, donc les portes étaient vraiment très petites, légèrement, on va dire, pas au même niveau du sol, légèrement un peu plus basse, donc chaude en hiver. L'épaisseur des murs. L'épaisseur, tout à fait. Donc tout ça était. Savait comment organiser leur mur. Exactement. Donc ça entre, prend en profondeur dans la notion du confort de l'être humain. Donc il y a un échange thermique quand on est à l'intérieur entre l'être humain et la bâtisse, donc les murs, les plafonds et les sols. Mais il y a une zone qu'on appelle zone de confort, entre autres le confort thermique. Donc il y a un niveau d'humidité, d'hygrométrie, de température, de vitesse d'air qu'il faut respecter dans chaque espace et pendant chaque période, chaque saison, pour avoir ce confort. Donc toute la bâtisse, en fait, quand l'enveloppe doit participer à ça. Donc on parle du coefficient de transmission de chaleur, donc il y a des caractéristiques. Par exemple pour les isolants, tout le monde le sait, le liège est plus isolant que le polystyrène par exemple. Mais il est un peu plus cher, c'est vrai. Bien entendu. Mais quand on fait l'étude pendant toute l'année, donc on a beaucoup d'économies d'énergie. En même temps aussi, si on peut ne pas utiliser comme vous le dites, donc d'énergie, donc pas de chauffage ou pas de climatisation, on va dire au maximum, parce qu'après il y a des moments où on ne peut pas s'en passer, mais tant qu'on peut s'en passer et avoir ce confort naturel, j'imagine que c'est l'idéal pour l'être humain. Et puis c'est à partir de là qu'on choisit les matériaux de décoration. Maintenant, s'il y a un mur aussi. C'est à ce moment-là qu'on commence la décoration. Oui. D'accord. Mais avant ça, il faut faire aussi l'étude du confort acoustique. Oui. Imaginez, vous habitez dans un bâtiment et le voisin qui est dessus est un peu bruyant. Et il y en a beaucoup. Donc imaginez votre vie. Oui, n'est-ce pas? C'est vraiment. Non, c'est très très désagréable, ça peut même mener à, on va dire, à presque à des conflits, à de la dépression, ça peut aussi agir sur le moral. Sur le moral, c'est clair. Si on habite aussi dans un endroit où il y a une grande rue, un grand flux mécanique d'automobiles, de camions, de bus, etc. Et on n'a pas l'isolation par rapport à la fenêtre.
Donc le choix du double vitrage, il y a l'étude vous savez, le seuil de la gêne auditive. Auditive, oui, justement, il est de combien de... Il varie entre 80 et 85 décibels. Bon, le bruit acceptable pour l'être humain, c'est 40-45 décibels. Mais à partir de 85 décibels, il y a même un danger sur notre oreille. Hein. Sur nos... Voilà. Donc, et puis les bruits d'impact, les bruits, non, c'est fatigant. Non, ça peut être juste agaçant au début, mais après ça peut être un peu plus que ça. Justement, ici, il faut faire la différence entre l'isolation acoustique et la correction acoustique aussi. D'accord, ça serait quoi la différence entre l'isolation et la correction? Acoustiquement l'intérieur par rapport à l'extérieur, donc on empêche tous les bruits extérieurs à pénétrer à l'intérieur, ou si on fait des travaux à l'intérieur, donc les bruits d'intérieur ne sortent pas à l'extérieur. Ça, c'est l'isolation. Mais la correction acoustique, on est dans notre confort acoustique, donc il y a le nombre de décibels est respecté, mais il y a des échos, il y a de la réverbération. Donc on a du bruit en fin de compte. Ça, c'est très gênant aussi. Donc il y a des matériaux de construction qui font de la correction acoustique. Est-ce que le plafond, comment on appelle ça, les nouveaux plafonds assez bas, est-ce que ça diminue? C'est pas par rapport à la hauteur, mais plutôt la matière. Par exemple, pour donner un exemple, c'est la laine de roche qui fait la correction acoustique. Elle est magnifique, la laine de roche. La laine de roche. Donc plafond et mur pour les deux ou là où on peut le mettre, mais principalement les plafonds. D'accord. Voilà. La laine de roche, elle est bien pour la correction acoustique. Donc, pendant la réflexion de choix des matériaux de décoration, moi je vais acheter de l'NDA par exemple pour le mettre dans ce mur. Il faut lire les fiches techniques pour connaître les caractéristiques d'isolation thermique et acoustique de ce produit. Pourquoi ne pas le mettre? Pour avoir le confort visuel, mais aussi on a le confort thermique et acoustique. Pourquoi s'empêcher? Si on ne fait pas cette étude, c'est bon, on dirait on est en train de choisir comme ça à l'aveugle. En fait, au hasard. Au hasard, et on le met ici, on le met ici. Oh, c'est beau, c'est bien, oui, d'accord. Mais est-ce qu'il participe à ce confort thermique et acoustique? Il faut qu'on soit un peu intelligent. On veut perdre du temps, de l'effort et d'argent pour mettre quelque chose qui fait que le confort visuel et les autres conforts. Ils sont exactement. C'est un axe de réflexion. C'est pour ça qu'on parle aussi quand on choisit tout ce qui est technique, mais on le voit. Par exemple, la climatisation, on la voit. Et il y a 3 types de climatisation. Il y a la climatisation split. Split, oui, celle qu'on retrouve le plus souvent. Voilà, il y a l'élément intérieur, l'élément extérieur, mais on le voit. Généralement, les gens le choisissent par rapport au confort visuel et le style. Et l'endroit, on le place de telle manière, il ne va pas nous gêner pour l'air frais et tout ça. Oui. Mais aussi, ce qu'il participe à ce confort visuel, il s'intègre totalement dans notre style, notre ambiance ou notre pattern. Oui. Mais il doit avoir la capacité de refroidir l'intérieur d'une manière très saine, avec des filtres pour ne pas avoir ces particules, toutes ces poussières parce que sinon on va toucher directement notre poumon. C'est pas quelque chose qu'il faut nier. Mais il doit participer, il doit avoir, pendant les chaleurs, les grandes chaleurs, ça peut arriver. Donc la maison passive ne suffit pas. Il faut rajouter donc ce confort visuel n'est pas le seul. La climatisation aussi, il y a la climatisation VRV, il y a la climatisation avec les gainards. Il y a aussi un autre type de climatisation qui donne un confort. C'est vrai que même au bout d'un moment, ça arrive. Tout ce qui est technique agit directement sur le confort de notre intérieur, n'est-ce pas? Effectivement. Donc, alors, pour revenir à ce que vous disiez, tout ça se décide bien avant de commencer carrément la décoration. C'est pour ça que je parle toujours, et je le dis, je le redis, il faut toujours avoir des schémas techniques. Donc, un schéma pour
la climatisation, un schéma pour l'électricité aussi, en parlant d'électricité, et des luminaires par exemple. On a les interrupteurs qu'on les voit. Des fois, si vous avez par exemple un interrupteur à 1,20 m par exemple, et dans l'autre chambre, vous changez l'endroit, vous le mettez à 1,25 m ou 1,30 m, quand vous entrez à la chambre, votre main commence à bouger. C'est vrai que ça va perturber un peu nos repères. Ça aussi, c'est une gêne. Donc, respectez les hauteurs, respectez. Même s'il y a un interrupteur à 1,20 m, une prise au-dessous, de préférence, on la met en max. Pourquoi ne pas le faire comme ça? Pourquoi le décaler? Ça peut abîmer notre vision. Et puis pour la couleur aussi, la chaleur de la couleur de la lumière. Il y a la lumière, ça se mesure en Kelvin en fin de compte. La lumière qui ne dépasse pas les 3500 Kelvin, c'est la lumière jaune. On dit ça jaune. On parle de lumière jaune. De préférence, on la met dans les chambres. C'est comme ça, nous donne un certain apaisement avant de dormir. Et il y a aussi la lumière blanche qui a un niveau de rendu, une netteté. On appelle ça la lumière supérieure à 81. Ça c'est bien dans les cuisines et dans les salles de bain. La lumière du jour, dans les séjours, les salles de bain. Et si on a un travail bien précis, on va vers la lumière bleue qui peut arriver jusqu'à 6500 Kelvin. Mais on doit en aucun cas dépasser les 7200. Ça peut toucher directement notre... D'accord. L'acuité visuelle. Ah oui, c'est dangereux même. Normalement, on ne trouve pas ce genre de luminaire. De toute façon, ils ne sont pas en vente. Ils sont pas en vente. Non, c'est interdit. D'accord, on ne peut pas se tromper en fait. Non, on ne peut pas se tromper. Mais si on multiplie les spots par exemple, 6500, 6500, 6500, donc c'est trop pour la vision. Effectivement, c'est vrai. C'est vrai que plus souvent on rentre dans des endroits, même, on a même tendance à dire on se croirait dans un hôpital, ou alors dans une... Voilà. Donc beaucoup de lumière donne cet effet-là. Oui, ben oui. Donc on doit faire l'étude de la lumière, qui est énorme, pour le confort visuel. Pour tout ce qui est nocturne ou diurne. Donc la surface vitrée, comment elle est orientée par rapport au soleil, combien de lumen on a à l'intérieur, c'est énorme, hein, pour le séjour, il y a des normes. Quand on parle de lumen, c'est la quantité de lumière, mais quand on parle de luxe, c'est l'intensité de lumière. D'accord, les luxes et les lumens. Donc il faut faire cette étude. Sans cette étude, pendant toute la matinée et le soir, comment on va choisir nos spots, nos luminaires, comment on va les choisir par rapport à toi? On va dire à l'aléatoire ici, il me faut 5 spots, 6 spots, et puis oh ça me plaît, oh le spot là il va chez notre architecte ou architecture. Il faut que toute la conception, enfin c'est une grande conception, c'est pas seulement les plans. Il y a les plans d'électricité, les plans de plomberie, les plans de chauffage. Le chauffage, alors là, le chauffage. Ah oui, le chauffage, c'est vrai qu'après ça reste très problématique. Parce qu'en fait, on y réfléchit en dernier, et après on se dit où on va le mettre. Est-ce que l'arrivée, comment faire l'arrivée si c'est au gaz, donc ramener les tuyaux de gaz, c'est vraiment une gymnastique et une problématique auquel il faut penser vraiment en avant. Voilà, où mettre les radiateurs. Est-ce que... Une question, où mettre la télé aussi? Est-ce que c'est important de savoir où nous allons mettre notre télé? Très important. Oui, parce que si on le met à côté d'une fenêtre, après il y a la lumière du jour qui... Voilà, c'est très correct. Oui. Exactement. En fait, j'ai eu ce problème, c'est pour ça que j'en parle. Je dis, ah non, la télé, il faut y penser dès le départ où on va la mettre. Oui, tout le résultat doit être à partir de toute cette étude. On commence par tout ce qui est technique. Imaginez après, vous habitez, vous avez un robinet, enfin des fuites d'eau par là, une coupure d'électricité par ici, un rayon solaire réfléchi sur votre télé, donc c'est très gênant. C'est gênant, effectivement. Donc pour revenir au chauffage, il y a même des robinets des thermostatiques, c'est-à-dire on peut régler la température du chauffage à partir du robinet, le petit robinet là sur le chauffage. Oui, sur le chauffage. Et puis il y a plusieurs types de radiateurs. Il y a les radiateurs en aluminium, il y a les radiateurs en fonte. Même en aluminium, il y a plusieurs types. Donc tout doit entrer bien sûr dans notre style général de la maison, notre ambiance, mais aussi
faut bien choisir là où on le met. Généralement, c'est sous les fenêtres, parce que c'est là où il y a beaucoup de déperdition de chaleur. Mais il y a des gens qui ne veulent pas voir les radiateurs. Peut-être moi, oui. En fait, moi, limite, je veux rien. Il y a des moments où je veux rien voir. Il y a des solutions techniques. On va vers le chauffage au sol. Oui. Est-ce que c'est confortable? Je sais pas. Très confortable. D'accord. Il ne faut pas dépasser une certaine limite, parce que la chaleur, pour justement, éviter les varices, justement, pour les varices et tout, on dit que c'est pas très bon d'avoir de la chaleur au niveau des jambes. Oui, c'est vrai. Beaucoup de chaleur peut provoquer une gêne, même des maladies. Et en même temps, quand vous le dites, on peut régler, toute une question de réglage. Oui, voilà. Justement, il y a un tableau bien spécifique. Il y a un tableau bien spécifique. Là, on règle, même s'il dépasse, il coupe, il n'y a pas de souci. Donc alors là, voilà, on a un petit peu ici un prototype de chauffage au sol. Saltimbanque, les cannes isolantes au sol, et il y a tout un schéma à respecter. Il y a même une bande bleue qui se met entre le mur et le sol. La bande bleue, elle évite la transmission de la chaleur au mur. Donc ça va se concentrer. C'est juste au sol, on va dire au centre, pas proche des murs. C'est sans intérêt. Voilà, là on peut voir clairement ici le mécanisme. Le mécanisme, il y a une vanne électrostatique et il y a qui règle la température automatiquement. Comme ça, on n'a pas de problème on n'aura pas de problème de varices, oui, ou d'inconfort au niveau des jambes. Non, si on va vers le chauffage au sol, c'est... J'imagine que ça a dû être étudié, que tout est... Oui, ça a été largement pensé. Mais aussi, quand on parle de chauffage, il faut bien faire l'étude du local physique, l'installation. Les pompes, le ballon d'eau chaude, il y a... Le choix de la capacité de ces appareils, c'est par rapport aux étages, à la superficie, donc les étages aussi. C'est toute une étude. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire on a mis l'accent sur tout ce qui est confort thermique, énergétique, avant de choisir n'importe quel matériau de décoration d'intérieur. D'accord, très très important. Donc, voilà. tous ces matériaux. Donc l'étude de la décoration commence par l'extérieur. Très bien. D'accord, aujourd'hui on aura bien compris, on commence par l'extérieur et ensuite... Deuxièmement, on ne peut en aucun cas faire de l'étude de décoration sans l'étude du confort thermique, l'étude du confort acoustique. Maintenant, il y a des logiciels. Par exemple, pour le confort acoustique, si on a par exemple cet aménagement, on met une baffe ici, une baffe là-bas, et elle émet des ondes, on dirait quelqu'un qui est en train de parler, et on voit comment les ondes sonores frappent au sol, au mur, sont réparties, et au plafond, et on va mettre les matériaux de décoration. Comme ça, on voit la réverbération, et puis on va voir l'ambiance, elle va nous donner exactement combien de décibels. Si maintenant ça dépasse le seuil de notre confort auditif, on change. On change de matériaux de décoration. Quand on change, parce que chaque matériau a ses caractéristiques. D'accord. Son lambda, les coefficients de réflexion d'ondes sonores, tout ça. Et on fait la combinaison de tout ça pour dire que ici je vais mettre l'HDF ou l'MDF ou la pierre ou un matériau, un autre matériau. Un matériau bien précis. Bien précis, oui. C'est vraiment pas... Donc, sans cette étude, parce qu'on voit beaucoup de dessins qui vont nous plaire, mais il faut qu'ils soient associés à ces études. Très bien. D'accord. Donc, on aura bien compris. Le seuil de la gêne auditive. Auditive, oui, justement, il est de combien de... Il varie entre 80 et 85 décibels. Bon, le bruit acceptable pour l'être humain, c'est 40-45 décibels. Mais à partir de 85 décibels, il y a même un danger sur notre oreille. Voilà. Donc, et puis les bruits d'impact, les bruits, non, c'est fatigant. Non, ça peut être juste agaçant au début, mais après ça peut être un peu plus que ça. Justement, ici, il faut faire la différence entre l'isolation acoustique et la correction acoustique aussi.
D'accord, ça serait quoi la différence entre l'isolation et la correction? Acoustiquement l'intérieur par rapport à l'extérieur, donc on empêche tous les bruits extérieurs à pénétrer à l'intérieur, ou si on fait des travaux à l'intérieur, donc les bruits d'intérieur ne sortent pas à l'extérieur. Ça, c'est l'isolation. Mais la correction acoustique, on est dans notre confort acoustique, donc il y a le nombre de décibels est respecté, mais il y a des échos, il y a de la réverbération. Donc on a du bruit en fin de compte. Ça, c'est très gênant aussi. Donc il y a des matériaux de construction qui font de la correction acoustique. Est-ce que le plafond, comment on appelle ça, les nouveaux plafonds assez bas, est-ce que ça diminue? C'est pas par rapport à la hauteur, mais plutôt la matière. Par exemple, pour donner un exemple, c'est la laine de roche qui fait la correction acoustique. Elle est magnifique, la laine de roche. La laine de roche. Donc plafond et mur pour les deux ou là où on peut le mettre, mais principalement les plafonds. D'accord. Voilà. La laine de roche, elle est bien pour la correction acoustique. Donc, pendant la réflexion de choix des matériaux de décoration, moi je vais acheter de l'NDA par exemple pour le mettre dans ce mur. Il faut lire les fiches techniques pour connaître les caractéristiques d'isolation thermique et acoustique de ce produit. Pourquoi ne pas le mettre? Pour avoir le confort visuel, mais aussi on a le confort thermique et acoustique. Pourquoi s'empêcher? Si on ne fait pas cette étude, c'est bon, on dirait on est en train de choisir comme ça à l'aveugle. En fait, au hasard. Au hasard, et on le met ici, on le met sur. Oh, c'est beau, c'est bien, oui, d'accord. Mais est-ce qu'il participe à ce confort thermique et acoustique? Il faut qu'on soit un peu intelligent. On va perdre du temps, de l'effort et d'argent pour mettre quelque chose qui fait que le confort visuel et les autres conforts. Ils sont exactement. C'est un axe de réflexion. C'est pour ça qu'on parle aussi, quand on choisit tout ce qui est technique, mais on le voit. Par exemple, la climatisation, on la voit. Et il y a 3 types de climatisation. Il y a la climatisation split. Split, oui, celle qu'on retrouve le plus souvent. Voilà, il y a l'élément intérieur, l'élément extérieur, mais on le voit. Généralement, les gens le choisissent par rapport au confort visuel et le style et l'endroit, on le place de telle manière, il ne va pas nous gêner pour l'air frais et tout ça. Oui. Mais aussi, ce qu'il participe à ce confort visuel, il s'intègre totalement dans notre style, notre ambiance ou notre pattern, oui. Mais il doit avoir la capacité de refroidir l'intérieur d'une manière très saine, avec des filtres pour ne pas avoir ces particules, toutes ces poussières parce que sinon on va toucher directement notre poumon. C'est pas quelque chose qu'il faut nier. Mais il doit participer, il doit avoir, pendant les chaleurs, les grandes chaleurs, ça peut arriver. Donc la maison passive ne suffit pas. Il faut rajouter donc ce confort visuel n'est pas le seul. La climatisation aussi, il y a la climatisation VRV, il y a la climatisation avec les gainards. Il y a aussi un autre type de climatisation qui donne un confort magnifique, c'est la climatisation à eau glacée. À eau glacée? Je ne sais pas si vous le savez. Non. Il y a maintenant, auparavant, on ne le fait que pour les grands projets. Maintenant, non, il y a des groupes d'eau glacée. C'est-à-dire, on refroidit l'intérieur avec de l'eau glacée. C'est comme, si on veut faire une certaine simulation, c'est comme le chauffage central. C'est à l'eau chaude. Là, c'est l'eau froide plutôt. D'accord. J'imagine que le confort ne doit pas être le même. Oui, le confort, il est encore mieux. Mais en fait, c'est juste l'atmosphère qui est refroidie. En fait, c'est pas pareil. C'est pas comme la climatisation. C'est pas pareil du tout. La climatisation, c'est vrai qu'on a ce confort, c'est vif, c'est piquant, c'est directionnel. Tout à fait. Là, non, c'est doux, c'est... Ok. En fait, c'est comme si on était au bord d'une rivière. C'est vrai qu'il y a toujours cette espèce de fraîcheur qui se dégage quand on est devant des points d'eau, même s'il fait extrêmement chaud. C'est la même chose. D'accord, très bien. Pour le courant faible aussi, quand on parle de courant faible, c'est tout ce qui est caméra de surveillance, c'est tout ce qui est objet de détection d'incendie, c'est les réseaux informatiques, les réseaux téléphoniques,
les câblures pour la télé, donc les câbles de télé. Donc mettre... La prochaine fois, des fenêtres, les choix du type de fenêtre, Très bien. les portes aussi, entrées, les faux plafonds et les sols. Parfait, très bien. Merci beaucoup. Inch'Allah, c'est Merci beaucoup.